Il y a 2 marins sur l'île de Saint qui partent en mer en bateau. Ben, il y en a un qui tombe à l'eau et tralalalalalo. Mona était devant la tombe du capitaine. Mona s'est mise à genoux. Non, pas pour prier, non. Pour creuser. Tout en répétant, pourvu que je touche du bois. Pourvu que je touche du bois, pourvu que je touche du... Mona a touché du bois. Elle a ouvert, et même s'il faisait nuit, il y avait toujours quelque chose qui brillait dans le cercueil. La bague en or était toujours à l'index du capitaine. Anatole Lebras est un des premiers collecteurs bretons qui a collecté des vieilles autour des histoires et des légendes bretonnes et qui les a retranscrits en langue française. Voilà. Et ce recueil s'appelle Les légendes de la mort. Et là-dedans, j'ai pris quelques histoires et mine de rien, le spectacle n'est pas que sur les légendes de la mort. Il y a un fil conducteur qui est mon enfance, puisque moi je suis né à Douélan, au port de Douélan, qui se trouve dans le Finistère. Et c'est là que j'ai grandi, donc j'alterne entre ces souvenirs d'enfance et ces histoires traditionnelles bretonnes qui sont ancrées sur les légendes de la mort, quoi. Puisque à l'époque, il faut dire une chose, c'est que la mort, on y était préparé par les légendes, en fait, ou les intersignes. Ce qu'ils appelaient les intersignes, c'était tous les signes qui pouvaient prédire, prévenir de la mort. Voilà. À peine il avait fini de parler, le vieil homme, il a senti quelque chose d'anormal. Sa charrette roulait pas à la même allure. Non, son cheval était pâle, fiévreux. La route était pourtant plate, la charrette contenait autant de poulets que d'habitude. L'homme n'était pas si gros que ça, alors il a regardé la vieille, il lui a dit « Eh, dis donc la vieille, combien tu pèses ?» Elle lui a dit « Oh, tu sais, même si je suis d'apparence maigrelette, je pèse quand même assez lourd. » « Et qui es-tu pour peser aussi lourd ?»« Ah, je suis la peste. » Il y a l'Ankou, qui est le messager de la mort, c'est-à-dire que c'est un homme maigre et sec qui arrive avec sa cape noire et qui arrive avec sa faucille. Il y a la peste qui est là et qui est toujours personnifiée par la femme dans ces contes-là. Et puis alors dans la légende bretonne, il y a souvent aussi les petits corrigans, mais moi j'en parle pas de ces lutins-là en fait. Mais ça m'attire pas trop, mais en tout cas voilà, c'est surtout des légendes fantastiques et c'est ça qui me plaît dans les légendes de la mort, c'est que Tim Burton n'en est pas loin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, quand on lit ces nouvelles-là, on est vraiment dans un univers fantastique, cinématographique en fait. Il y en avait laissé quelque chose traîner dehors. C'était pas grand-chose, c'était juste à l'entrée de la porte de la grange. C'était une goutte de sang qui provenait de son pouce. Quand les têtes volantes ont vu la goutte de sang, elles ont foncé dessus. Et... Ah! Monsieur Tremeur! Monsieur Tremeur! Oui, c'est les pompiers, monsieur Tremeur. Vous êtes sur un brancard, tout va bien, monsieur Tremeur, on vous amène à l'hôpital. Je pars du principe que quand je raconte, c'est comme si j'avais un scénario. Et que je devais raconter ce scénario au public et qu'ils allaient, eux, se faire leur propre film, leurs propres images, avec, comme si c'était des projecteurs potentiels, chaque spectateur. Donc, moi, mon idée, c'est, voilà, je raconte le scénario, je fais la narration, j'incarne des fois les personnages et je retourne à la narration pour créer du rythme, quoi, en fait. Les bigoudins, je les sens. J'ai rien dit, je t'ai senti quand t'es venu. L'autre fois, je vais à New York. Je vais dans un bar. Je fais, oh bon sang, ça sent le bigoudin, il y en a même là, dis donc. Ce que je fais quand je sens le bigoudin dans un bar, c'est le truc critique, je fais tournée générale, sauf au bigoudin là-bas. Il m'a regardé ce jour-là à New York, il a souri le gars. J'ai dit ok, ben, tiens, j'ai attendu que tout le monde ait fini son verre, j'ai dit deuxième tournée générale, sauf au bigoudin. Et là il m'a regardé, il m'a dit merci. J'ai regardé le garçon qui me servait, j'ai dit il se fout de ma gueule ou pas, il fait pas du tout, c'est le patron du bar. Je vis l'histoire à 100% et je vais découvrir avec le spectateur la fin avec eux, même si je la connais. Mais il faut créer la surprise, parce que si je savais déjà ma fin, le spectateur ne serait pas surpris. Et donc il faut que je joue tout le temps sur cette surprise-là, que cette histoire-là, c'était comme si c'était la première fois que je la racontais. J'ai deux registres en fait, je raconte des histoires contemporaines que je crée de A à Z, et
je fais aussi ça parce que je suis ancré dans une terre qui est chargée de légendes, je ne peux pas l'ignorer. J'ai un petit peu le rat des villes et le rat des champs. Donc rat des villes, ça va être mes histoires contemporaines, et rat des champs, ça va être les histoires traditionnelles que je vais remettre au goût du jour, parce que je trouve toujours intéressant de refaire vivre une histoire ancestrale qui date de siècles et des siècles, mais qui va prendre son ampleur si je la mets en 1980. Si je la mets, je vais la réactualiser sans en enlever la pulpe de la richesse de l'histoire, mais pour que le spectateur soit plus concerné par cette histoire. Parce que ce qui est génial dans les contes, quels qu'ils soient, de Bretagne ou d'ailleurs, c'est que quelque part, ils ont toujours quelque chose à nous dire d'universel. Et c'est comment se rapprocher de cette universalité. Parce que si je commence à raconter une histoire du XVIIIe siècle, le spectateur qui est en face de moi, s'il n'est pas fan du folklore, il ne va pas plonger dedans facilement. Jan Tremer, c'est pas un marin-pêcheur, c'est un chauffeur routier. Jan Tremer, il transpire ce soir-là parce qu'il est obligé de travailler à toute vitesse. Et lui qui est si rigoureux dans son travail, si consciencieux, il n'aime pas ça. Il vient de charger son dernier mur de poissons, comme il dit dans son camion. Il vient de refermer la porte et il fonce à la capitainerie. Il transpire parce que le bateau lui a mis 12 heures de retard dans la vue. Je dis souvent, le conteur, c'est une sonde. C'est-à-dire, il arrive et il va créer des silences et il voit ce qui se passe dans le public. Et en fonction de ce qui se passe dans le public, il va créer des espaces ouverts, des interactions ou pas. Parce que le piège aussi, c'est si tu crées trop d'interactions, tu peux perdre aussi ton public parce qu'il va vouloir trop participer et du coup, il va plus suivre le fil du récit, quoi, en fait. Donc, c'est toujours raconter des histoires, c'est toujours prendre conscience du territoire dans lequel on va raconter. Moi, je l'ai fait ce matin, j'ai marché autour du bourg où j'ai raconté. J'ai fait 6 km tout en répétant mes histoires. Après, on m'a amené dans le bourg où j'allais raconter, donc je sens un peu. Et je trouve que c'est un travail essentiel pour le conteur, d'être un filtre de la société, puis de savoir où c'est aussi qui va raconter ces histoires-là. Parce qu'en fonction du lieu où on le raconte, l'histoire ne va pas être perçue de la même manière. Quand je raconte les légendes de la mort en Côte d'Armor, les gens sont ravis. Quand je les raconte dans un autre bled, ils disent qu'est-ce que c'est glauque, qu'est-ce que c'est triste, qu'est-ce que c'est... Voilà, c'est ça aussi, c'est selon les régions comment c'est porté. Il y avait un gars à Douélan qui s'appelait Postolic. Et Postolic, il a voulu être pêcheur de sardines. Il n'avait pas beaucoup d'argent, il s'est acheté le premier bateau qu'il a trouvé, un petit bateau de rien du tout, et il a pris 2 matelots avec lui pour aller pêcher. Quand il est parti en mer, il n'avait pas fait attention, mais il y avait un trou dans la coque. Le bateau coulait petit à petit. Alors les marins ont eu le courage d'écoper l'eau, de prendre l'eau et la jeter par-dessus bord. Lui, Postolic, faisait l'inverse. Il prenait l'eau de la mer et la mettait dans le bateau. Il a dit, mais t'es complètement fou. Il fait, je sais, ça va vous paraître bizarre, mais ma mère m'a toujours dit de me mettre du côté du plus fort.